tout le monde est installé, on va pouvoir commencer ce débat sur comment l'agriculture est devenue un enjeu majeur des élections européennes qui arrivent donc le 9 juin. On a décidé de parler de ce thème-là parce que ça nous a frappé combien, avant même que démarre la campagne électorale, en fait, depuis déjà cet été, tout un tas de décisions européennes ont été prises et qui reviennent en arrière sur les ambitions écologiques, qui avaient été annoncées par la Commission européenne, et puis il y a eu un certain nombre de votes aussi au Parlement européen, on y reviendra, mais qui ont montré qu'en fait les partis lorgnaient déjà sur la perspective des élections, et jusqu'à hier encore des décisions importantes ont été prises sur la PAC, la politique agricole commune, et qui atteste d'une forte reculade aussi sur ce plan-là. Et donc pour parler de tout ça, je suis avec Ludovic Lamant, responsable des questions européennes à Mediapart et qui a aussi longtemps été correspondant à Bruxelles. Moi-même, j'ai aussi longtemps travaillé sur les questions européennes. On a travaillé pendant quelques années en binôme, Ludovic et moi, et aujourd'hui, je suis centrée sur les questions agricoles à Mediapart. Et ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'abord de vous présenter un petit peu l'analyse qu'on fait justement de ce contexte européen avec la colère agricole qui est montée dans tout un tas de pays et évidemment chez nous et qui n'a fait que renforcer en fait et de mettre au premier plan les questions agricoles sur la scène politique. Et puis ce qu'on vous propose ensuite, c'est évidemment d'échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions. Alors peut-être pour commencer et de manière assez générale par rapport donc à ces élections à venir, on voit que certains partis politiques sont prêts, d'autres pas vraiment, que les listes se font encore attendre. En même temps, il y a eu ce moment du Salon de l'agriculture où on a bien vu quand même un paquet de candidates et de candidats se positionner et clairement être déjà dans une stratégie de campagne. Mais est-ce qu'on a l'impression, Ludo, j'ai envie de commencer avec cette question, est-ce qu'il y a une forme de tétanisation par rapport au risque de l'extrême droite et une forme d'impréparation aussi de certains partis politiques dont on ne connaît pas encore la liste des candidates et des candidats? Merci. Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, là je reviens de l'avant-dernière session qui avait lieu au Parlement européen à Strasbourg pour essayer de suivre un peu le mieux possible les derniers agencements avant le début de la campagne. C'est vrai que moi j'ai eu l'impression, vous vous souvenez de ce week-end un peu Emmanuel Macron qui fait l'ouverture du Salon de l'agriculture versus Jordan Bardella qui arrive le lendemain, avec deux climats très différents. C'était un peu le récit que veulent mettre en place les deux partis qui sont en tête des sondages et qui vont jouer l'opposition comme ils l'ont fait depuis 2019 entre le camp des libéraux et le camp de l'extrême droite. Ça vaut quand même comme une espèce de scène un peu inaugurale comme ça de la campagne. Et par ailleurs, moi je trouve quand même que les questions européennes, là du coup, avec ces questions agricoles, j'ai l'impression que le débat est lancé, qu'on est à 3 mois du scrutin, donc le 9 juin en France, et que le premier débat a déjà eu lieu à la télé sur Public Sénat. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont regardé, mais en tout cas, il y a quand même, par contre, si on rentre dans le détail des listes, là, il y a énormément de partis qui sont très en retard. On sait, pour des raisons... Je fais juste un petit panorama global. On sait Renaissance, qui a mis beaucoup de temps à s'entendre sur Valérie Hayé et qui n'a toujours pas présenté le reste de la liste, encore moins le programme. Pardon. Et c'est la même chose pour le Rassemblement National, c'est la même chose pour LR. Pardon. Donc on a énormément de listes encore qui manquent. Techniquement, ils peuvent les déposer jusque 1 mois avant le scrutin en vrai. Donc voilà, mais bon, en gros, sur on devrait être davantage fixé fin mars, début avril. Alors dans ce contexte-là, qui est quand même un moment du coup un peu flottant de mise en place, c'est vrai que la thématique agricole est partie très fort. Moi j'ai l'impression, alors sur cette question d'extrême droite, plus précisément ce que tu posais, donc du coup moi quand j'étais à Bruxelles, donc entre 2012 et 2018, un truc comme ça, il y avait déjà tout le temps, je sais pas si celles et ceux qui suivent de près les questions européennes, on a toujours cette histoire, ce récit sur
les extrêmes droites grimpent, le Parlement européen va devenir ingouvernable parce qu'aux élections vont... C'était déjà le récit de 2019, c'était déjà en 2014. Et là, c'est vrai que les sondages annoncent, prédisent, mais c'est des sondages extrêmement fragiles parce que c'est très compliqué de définir les groupes au Parlement européen, mais annoncent quand même un fait qui serait assez énorme, qui serait que le parti Identité et Démocratie, qui est le parti dans lequel on retrouve le Rassemblement national, arriverait carrément en 3e place au Parlement européen. Actuellement, ils sont tout au bout de peloton, en 6e ou 7e place, et donc ils passeraient même devant le groupe des libéraux, des macronistes. Donc si ça se passe, c'est sûr que voilà, ce serait assez énorme pour la construction d'une majorité, d'une coalition au Parlement européen. Et par ailleurs, l'histoire, c'est que l'extrême droite, c'est pas que le groupe de Marine Le Pen et de Jordan Bardella au Parlement européen et ses alliés, mais c'est aussi le groupe des conservateurs autour de Giorgia, enfin des alliés de Giorgia Meloni, la présidente du gouvernement du Conseil en Italie. Et donc on a en fait qui est aussi donnée, elle, aux 3e ou 4e place dans les sondages. Donc ce serait un paysage totalement renouvelé et du coup beaucoup plus compliqué de construire des majorités. C'est dans ce cadre-là, et là je te repasse la parole, que effectivement on a vu monter à la fois la question de la colère sociale, du monde agricole, etc. Et l'autre pan de la campagne qui s'annonce, qui va être sur les textes autour des questions migratoires. Donc là, il y a ce qu'on appelle... On a beaucoup parlé du projet de la loi immigration en France, mais il y a une espèce de symétrique au niveau européen. Tout ça va être voté d'un coup le 11 avril, normalement à Bruxelles en séance plénière. Et ça va véritablement, je pense, enclencher un autre débat qui va être un peu parallèle. Donc ça va être ces 2 lignes de fond-là, plus l'Ukraine, quoi. C'est un peu les 3 sujets voilà, pour poser un peu le débat. Oui, en fait, ça promet aussi peut-être une campagne intéressante parce que finalement, on est aussi sur des choses très concrètes. Et ce qui est, en fin de compte, l'Union européenne, Ludovic et moi, on le sait depuis longtemps, et c'est souvent des sujets qui sont peu évidents à faire passer journalistiquement parce que c'est les élections où on vote le moins. Bruxelles, etc., ça paraît très loin de nous. Et en réalité, en matière environnementale et en matière agricole, c'est là que se décide énormément de choses. Et c'est au niveau des réglementations européennes, en fait, que se décide aussi beaucoup notre propre protection, en fait, notre propre santé. Je pense notamment aux pesticides et aux produits chimiques. En fait, aujourd'hui, toute la législation française, elle vient précisément de ce qui est décidé et de ce qui est voté au niveau européen. Et c'est précisément là-dessus, en fait, à la fois sur les pesticides et sur la politique agricole, que donc ces derniers mois, on a pu observer un certain nombre de reculades, et je vais en retracer les points principaux. Notamment cet été, ça a commencé en fait avec un vote qui était très important, un vote sur qu'on a appelé la loi sur la restauration de la nature, dont l'ambition était de protéger des espaces de toute intervention humaine. Cette loi a été très largement détricotée par les partis majoritaires au Parlement européen, et notamment le PPE, le Parti populaire européen, qui représente en fait la droite des 27 États membres. Et puis ensuite, ce qu'on a vu à l'automne, ça a été, et de manière très rapprochée, à la fois la reconduction de l'autorisation du glyphosate, de l'herbicide glyphosate pour 10 ans dans l'Union européenne, et puis un mois plus tard, la directive sur les pesticides, qui s'appelle donc la directive SUR, qui a été également complètement détricotée pour finir par tomber au Parlement européen. Et en fait, ces décisions successives, en fait, elles font partie du pacte vert. Ce pacte vert, c'était la promesse de la Commission européenne lorsqu'elle est entrée en exercice donc fin 2019 avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et qui a promis donc vraiment une ambition écologique au niveau des politiques européennes. Et il y avait toute une série de mesures qui étaient promises, certaines au tout début du mandat
ont de fait été entérinées, et je pense à la fin des moteurs diesel en 2035. Mais ensuite, pour tout ce qui concerne l'agriculture, qui est arrivé en deuxième partie de mandat, eh bien c'est là que en fait, le pacte vert a complètement échoué. Il a complètement échoué et ça vient à la suite du début de la guerre en Ukraine. Et puis ensuite, tout ce qui a été provoqué par ce contexte-là, et notamment la forte inflation, notamment sur l'énergie. Et c'est ce qui a fortement alimenté la colère agricole par la suite. Colère qui est partie en fait de différents pays européens pour ensuite rejoindre la France, évidemment. Donc on arrive dans ce contexte où les lobbies agricoles qui ont toujours été très puissants à Bruxelles ont saisi en fait l'occasion de la guerre en Ukraine pour réclamer en fait des retours en arrière, notamment donc sur la PAC. Et encore une fois, je l'ai dit en introduction, mais hier on a pu voir un certain nombre de décisions qui ont été prises par la Commission européenne et qui reviennent en arrière sur une politique agricole qui pourtant avait été négociée très longuement entre les deux mandats, donc la fin du mandat Juncker et le début du mandat von der Leyen, et où justement cette nouvelle PAC, qui est finalement entrée en vigueur l'an dernier, janvier 2023, cette nouvelle PAC devait précisément être plus verte, plus écologique, et de fait il y avait eu un petit progrès. Très modeste progrès, mais tout de même. Et comme toutes les négociations au niveau européen, ça prend énormément de temps. Ça se joue entre différentes institutions et ça avait duré plus de 2 ans. Et pour au final, aujourd'hui, revenir complètement en arrière. Alors, se rajoute, comme on l'a dit, voilà, la perspective des élections européennes là-dessus, et du coup une interrogation qui vient aussi dans ce contexte, c'est est-ce que de fait les lobbies agricoles sont si puissants à Bruxelles qu'il est impossible de réformer l'agriculture comme on peut réformer d'autres secteurs comme l'énergie par exemple, ou est-ce qu'on est juste dans un moment électoraliste et est-ce que après les élections européennes on peut espérer un retour du pacte vert et une nouvelle feuille de route qui permettra à nouveau d'avancer. Et donc moi je m'interrogeais, Ludovic, si tu as des éléments là-dessus, sur le fait que Ursula von der Leyen elle-même est en campagne électorale, et est-ce qu'elle-même, qui affichait il y a 4 ans cette forte ambition, renonce pour des raisons tout simplement électoralistes? Oui, alors oui, c'est des questions compliquées. Peut-être ce qu'on peut dire déjà sur les lobbies, mais peut-être après on aura un échange, et peut-être si vous voulez des questions plus précises sur des textes ou quoi, on pourra essayer de répondre. Mais sur les lobbies, là je suis plutôt dans un moment un peu... J'oscille en suivant les textes à Bruxelles en fonction des résultats et des textes, mais les derniers, par exemple, si vous avez entendu parler du texte sur les travailleurs des plateformes, Uber, donc c'est hors agriculture, mais c'est les textes là du moment, ou les textes sur le devoir des vigilances des multinationales, donc ce texte qui est censé prévoir des sanctions si des multinationales ne respectent pas des droits sociaux, environnementaux, etc., et qui est vraiment un texte de gauche porté par beaucoup d'ONG depuis une dizaine d'années, etc., et qui a été dans la dernière phase dans une alliance entre le gouvernement français de Gabriel Attal et la présidence d'Emmanuel Macron et les libéraux allemands, complètement détricotés. Et ce qui, moi j'avoue, pose énormément de questions sur la radicalité des textes qu'on peut obtenir à Bruxelles. Et donc on voit bien, ne serait-ce qu'en citant ces 2 textes, la force dans la dernière ligne droite des textes. Ça, on peut rentrer après dans la mécanique sur comment ça fonctionne, mais de ces lobbies. Alors, le grand lobby agricole à Bruxelles, c'est Copa-Cogeca, mais Amélie, je te laisserai la parole là-dessus parce qu'en vrai, tu as beaucoup enquêté sur ce lobby qui est en fait la maison mère, enfin la famille européenne de la FNSEA, si je dis pas de bêtises. Voilà. Par ailleurs, à côté de ça, c'est vrai qu'on a un changement de politique, un peu de cap politique de Ursula von der Leyen, qui a donné l'impression dans les premières années de son mandat à la tête de la Commission, de donner beaucoup de gages à la social-démocratie. Je ne sais pas si vous le situez, mais elle a beaucoup travaillé avec Frans Timmermans, qui est un commissaire, qui était
commissaire européen chargé de ce pacte vert que tu as décrit, qui est un social-démocrate néerlandais, qui maintenant est reparti dans la politique aux Pays-Bas. Mais elle a vraiment essayé de travailler une majorité qui était, voilà, et aussi à tel point que, par exemple, quelqu'un comme Philippe Lamberts, qui est un eurodéputé écolo vert que parfois on entend dans les médias français et qui co-préside le groupe des Verts au Parlement et voilà, formule pas mal de compliments par exemple sur la présidente de la commission. Donc elle avait tenu à peu près ce cap-là, et là clairement, depuis qu'elle a décidé de se représenter et prenant en compte un peu différents signaux européens au cours de l'année 2023 sur lesquels on pourra peut-être revenir, montrant une espèce de contestation qui montait du côté du secteur agricole, elle a clairement changé de stratégie, et donc là se pose même la question, si jamais elle revenait à la tête de la Commission pour un deuxième mandat, plutôt de gouverner même carrément avec l'ECR, c'est-à-dire les alliés de Mélanie. C'est une question qui lui a été posée au moment où elle s'est déclarée candidate et sur laquelle elle a répondu de manière un peu floue en disant qu'il fallait faire au cas par cas selon les différents partis du groupe. Je ne sais pas si je réponds assez à ta question. Ouais. Après, on peut rentrer en détail peut-être sur les signaux de 2023. Je peux dire où tu veux. Non, ce qui m'intéressait de vous dire, c'est que cette contestation agricole sur laquelle on va revenir, et Amélie, sans doute, tu dresseras un portrait un peu européen de cette contestation. Il y a vraiment deux moments, moi, qui m'ont beaucoup marqué comme journaliste pour les avoir couverts un peu, et qui ont été des alertes, en fait, et qui sont depuis plus d'un an, en fait, par rapport au débat français qui finalement arrive un peu après. Mars 2023, il y a eu des élections locales aux Pays-Bas, et je ne sais pas si certaines d'entre vous, mais c'est un parti d'agriculteurs citoyens, ça s'appelle le BBB, qui a remporté à la surprise générale ces élections, et ce parti s'est constitué entièrement sur la contestation d'un texte du fameux pacte vert. C'est-à-dire, c'est vraiment impressionnant. Alors aux Pays-Bas, ils ont une espèce de souplesse des partis qui apparaissent, disparaissent, c'est un peu les montagnes russes, mais n'empêche que ce truc a créé un précédent. Et la victoire du BBB aux Pays-Bas, ça a créé un espèce d'électrochoc à Bruxelles, dans les institutions, parce que c'est un pays aussi fondateur, que c'est un pays qui d'ordinaire est gouverné par des coalitions plutôt pro-européennes, etc. Et ça a été vu comme un signal il se passe quelque chose côté du monde agricole. Et le deuxième, sans vouloir être trop long, le deuxième signal que moi j'avais aussi, je vais pas mal en Espagne pour le journal, et à la même époque, printemps 2023, vous avez en Espagne une bataille entre l'Andalousie et le gouvernement à Madrid. Donc l'Andalousie, elle est gouvernée, la région du sud de l'Espagne, qui est gouvernée par la droite, et le gouvernement espagnol au niveau national de Pedro Sánchez, donc une coalition de gauche. Et il y avait une bataille très forte, très vive, sur une question qui était la protection d'un parc naturel qui s'appelle le parc de Doñana, donc dans la Lusie, qui est un endroit magnifique par ailleurs. Et il se trouve qu'il y a des agriculteurs face à la sécheresse qui ont construit en fait des espèces de systèmes d'irrigation de leur culture en embarquant une partie de cette zone protégée. En théorie, ils ne devraient pas le faire. Et le gouvernement régional d'Andalousie était monté, avait volé au secours des agriculteurs en disant mais s'ils peuvent le faire parce que de toute façon c'est la sécheresse et qu'il faut soutenir les agriculteurs, etc. Et Sanchez avait dit non, protection de la nature, ce n'est pas possible. Bras de fer, arbitré à l'époque par von der Leyen, qui avait défendu Madrid à l'époque. Et du coup, il y avait vraiment un moment extrêmement intense de la politique espagnole qui, moi, m'a rappelé qui était presque concomitant avec la victoire du parti agricole aux Pays-Bas, et qui clairement montrait que là, on se dirigeait vers des européennes où ce sujet allait être central. Et du coup, un an après, c'est vrai que même... Bon, j'anticipe un peu, mais par exemple, un Jordan Bardella qui est eurodéputé, même s'il ne va pas beaucoup à Bruxelles, il va à Strasbourg, et toutes ces questions-là, il les voit dans la plénière de Strasbourg. Et je pense qu'un an avant, il sait très bien que ce sujet va monter, et il se prépare. Voilà. Ça, c'est des trucs qu'on peut voir à Bruxelles. Alors c'est très intéressant que tu mentionnes les Pays-Bas et l'Espagne, parce qu'en réalité, les Pays-Bas, ça commence même avant mars 2023,
puisque la colère des agriculteurs néerlandais, elle démarre sur un plan gouvernemental donc aux Pays-Bas de réduire les cheptels. Et de fait, les Pays-Bas se sont fait allumer par l'Union européenne pour le non-respect de leurs engagements climatiques. Et il se trouve que les Pays-Bas ont poussé à l'extrême le modèle d'intensification agricole, et en particulier au niveau de l'élevage et de l'élevage laitier. Et ils sont à un taux un nombre d'animaux par hectare qui est ahurissant, et où ils sont obligés aujourd'hui en fait de réduire leur cheptel, et cette notion-là en fait elle ne passe pas du tout. Et il y a eu énormément de manifestations d'agriculteurs, et je crois que c'était déjà à l'été 2022 que voilà, ces mesures gouvernementales ont suscité énormément de réactions dans le pays. Et il faut savoir aussi que les firmes néerlandaises de l'agroalimentaire aujourd'hui exportent leur modèle. Et on a même en France, notamment dans l'élevage de volailles, on voit arriver des acteurs néerlandais parce qu'aujourd'hui, ils sont limités à l'intérieur de leurs frontières. Ils ne peuvent plus construire de nouveaux bâtiments d'élevage. Donc ça aussi, évidemment, tout cela a un impact sur les autres pays européens. Et donc on a vu voilà, successivement plusieurs colères agricoles se multiplier avec à chaque fois des ressorts nationaux, mais il y a quand même des traits communs, et vous allez le voir, entre les différents pays. Donc après les Pays-Bas et l'Espagne, ça a été l'Allemagne cet hiver, et en fait c'est je crois vraiment que c'est la colère allemande qui donne de l'aile à la colère française, parce que ça part de la même revendication qui était une colère contre la fin de l'allègement fiscal sur le GNR, donc le gazole non routier, dont bénéficie en fait le monde agricole. Et l'Allemagne avait commencé à prendre des mesures, et c'est là-dessus que part la colère agricole allemande, et c'est là-dessus aussi que part en janvier la colère française. Après, d'autres choses vont s'agréger, mais il y a aussi plus à l'Est d'autres colères qui sont plus liées directement avec ce qui se passe en Ukraine, et ça a été le cas notamment en Pologne et en Roumanie, puisque là, la colère, elle part d'un sentiment de concurrence déloyale par rapport aux importations ukrainiennes, parce que par solidarité avec l'Ukraine, l'Union européenne a permis davantage d'importations. Enfin, dans un premier temps, c'était quand même bloqué, mais en tout cas, après, il y a eu des facilitations pour les produits ukrainiens, et ça a suscité énormément de colère en Pologne et en Roumanie. Et on a eu aussi des mouvements de colère en Italie et en Grèce. Et à chaque fois, ce qu'on retrouve quand même d'un pays à l'autre, c'est le coût de l'énergie, l'inflation, parce que évidemment, dans des modèles intensifs, dans des modèles d'agriculture industrielle, on est très dépendant de l'énergie pour faire fonctionner les bâtiments d'élevage, pour faire fonctionner les tracteurs, les machines, etc. Donc, ce coût, cette inflation des coûts a fait que ça a réduit le revenu des agriculteurs et des agricultrices. Et puis, évidemment, il faut le souligner quand même, c'est que tout cela n'est pas du tout, sans lien avec les conditions climatiques et environnementales actuelles. C'est-à-dire qu'en Grèce, par exemple, il y a eu d'énormes inondations. Tu parlais de la sécheresse en Espagne, où l'agriculture est quand même consommatrice à 80% de l'eau. C'est tout à fait énorme. Et face à cela, en fait, les agriculteurs et les agricultrices voient bien, ils sont aux premières loges du changement climatique et des catastrophes et des désastres qu'on ne peut plus anticiper, et face auxquels, en fait, économiquement, ils sont souvent démunis. Et le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la réponse qui est apportée au niveau européen, que ce soit les politiques européennes comme ensuite les politiques nationales, ce n'est pas de changer de modèle agricole, mais de rester dans les clous et de revenir précisément dans le modèle standard qui est ce que prévoit la PAC, la politique agricole commune, alors qu'il faudrait davantage
Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on défend dans nos colonnes et qu'on chronique. C'est-à-dire que, en fait, pour avoir un modèle agricole qui soit plus adapté aux conditions climatiques actuelles, eh bien, il faudrait davantage aider, encourager les pratiques plus écologiques, moins dépendantes d'intrants, que ce soit les intrants chimiques, que ce soit, donc, encore une fois, la dépendance aux énergies fossiles, etc. Donc, voilà, on est aujourd'hui à un moment où les réponses européennes et les réponses politiques nationales sont très hypocrites, en fait, et restent à la surface des choses, plutôt que de revenir sur, encore une fois, ce modèle agricole qui devrait aujourd'hui changer en profondeur. Juste là-dessus, pour la campagne qui arrive, par exemple, moi, une des questions qui m'intéresse pour regarder les différentes listes de gauche, puisqu'il n'y a pas d'union des listes de gauche, et on va essayer de scruter vraiment les lignes, les différences entre PCF et LFI, PS Place Publique et les écologistes, notamment. Mais du coup, par exemple, sur la question des exemptions des droits de douane sur les produits agricoles qui viennent d'Ukraine. Ça paraît ultra technique, un détail, etc. Mais en même temps, je pense que derrière, il y a vraiment des questions de fond assez passionnantes, en vrai, sur la hiérarchie des priorités, sur comment on fait pour soutenir l'Ukraine, sur comment, si on soutient l'Ukraine et qu'on retire ses droits de douane pour faciliter l'arrivée de produits, comment on compense avec les agriculteurs, notamment français. Et il me semble, alors là vraiment c'est pour ça qu'on arrive un peu tôt dans les européennes et que voilà, les programmes sont pas encore sortis et on n'a pas encore posé des questions aux candidats là-dessus, mais je pense qu'il y aura des positions assez différentes sur par exemple cet exemple-là dans les 4 listes que j'ai citées. Voilà, c'est le genre de trucs qui moi qu'on va essayer de regarder de près pendant la campagne. Et encore un petit mot avant de vous passer le micro et de répondre à vos questions. Dans les réponses politiques qui ont été apportées justement à ces différents mouvements de colère d'un pays à l'autre, on retrouve finalement des choses assez semblables, et notamment sur les aides fiscales apportées au secteur agricole. En tout cas, ça a été les principales réponses du gouvernement Attal ici en France, mais ça a été aussi les réponses apportées notamment en Italie et en Pologne, parce qu'en fait, et en Allemagne aussi, en fait, le secteur agricole non seulement est extrêmement subventionné par la PAC, pour la France c'est 9 milliards d'euros d'argent public par an, c'est quand même énorme, et il n'y a pas de secteur économique qui soit autant subventionné par de l'argent public, mais c'est aussi en fait des aides indirectes via des allègements fiscaux conséquents. Et en France, par exemple, là, ce qui a été pérennisé, c'est les emplois, enfin, les allègements fiscaux et sociaux sur les emplois saisonniers en agriculture. C'était jusqu'à présent des mesures transitoires ou dérogatoires, et maintenant, voilà, c'est pérennisé. Et c'est ce qui est aussi apporté dans les autres pays. Et c'est une réponse, en fait, encore une fois, à courte vue. Et parce que aussi ce secteur a été habitué à être sous perfusion. Et donc finalement, lorsqu'il y a un mouvement de colère, quelque part, le secteur est enfermé aussi dans ce schéma-là de la seule manière de nous aider, enfin en tout cas ce qui est réclamé par les syndicats majoritaires, c'est de continuer à être sous perfusion, sans conditionnalité environnementale, c'est-à-dire continuer à alléger nos coûts, continuer à nous aider, mais voilà, on ne vous donne rien en échange. En tout cas, c'est le discours dominant du syndicalisme majoritaire. On peut peut-être maintenant répondre à vos questions, dire aussi juste très brièvement que pour les prochains mois, en tout cas jusqu'au mois de juin, on a prévu aussi un certain nombre de reportages à l'étranger, parce qu'évidemment les élections européennes, pour nous, c'est aussi l'occasion de revenir sur des pays qui nous importent beaucoup à Mediapart, outre que voilà, il y a quand même 27 États membres, mais il y a aussi des pays pour lesquels on a depuis longtemps eu une couverture importante, et notamment ça va être l'occasion là, d'ici le mois de juin, de revenir en Grèce, entre autres, mais aussi on va continuer à couvrir le Portugal, et la Grèce qui a été ce pays à l'origine voilà, des graves crises du continent. Là aussi, il y a eu des colères agricoles, et là aussi, la question climatique se pose avec une acuité particulière. À vos questions. On prend 3 questions d'un coup, vous voulez faire comme ça? Ok, ça marche.
Peut-être juste on commence par les questions vraiment agri, et après peut-être sur la couverture des européennes dans ce sens-là, non? Mais peut-être qu'il n'y aura que de l'agriculture. D'accord. Parlez bien comme ça, le micro. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. Alors moi, ma question, c'était en tant que journaliste sur des sujets agricoles et européens, est-ce que dans votre travail, vous êtes engagé aussi à faire remonter des solutions locales pour toucher et mettre en réseau les agriculteurs en France et en Europe? Et si oui, comment ça se passe? Bonjour, merci effectivement pour cette belle présentation. Je suis juste à côté. Moi je me demandais, vous avez beaucoup parlé donc, de ces mesures, enfin de ces réponses qui ont été apportées par les gouvernements qui sont, enfin que vous avez dit que c'était hypocrite effectivement. Et j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a des pays où les syndicats majoritaires ont peut-être plus, sont plus progressistes et moins peut-être juste dans une réduction des normes ou une réduction des coûts? Et est-ce que il y a des pays où ça a pu apporter des débouchés politiques qui étaient plus intéressants que effectivement des allègements fiscaux? Bonjour, je voudrais savoir si vous allez faire un lien également avec les questions de travail et d'immigration, puisqu'on sait très bien que, notamment en Italie, on fait venir des gens dans des conditions quasiment d'esclavage moderne, qu'en Espagne, ça fonctionne aussi beaucoup sur des immigrés, et moins dans d'autres pays. Et donc, c'est pas toujours cohérent avec les politiques d'immigration, notamment au niveau européen. Merci pour vos questions. On commence par répondre à ces trois premières questions. Sur les solutions locales, oui, en tout cas, on essaye dans la mesure de nos moyens, parce qu'on n'est pas très nombreux et on a énormément de sujets à couvrir, mais on essaye de raconter les alternatives aussi et d'aller évidemment sur le terrain. J'avais fait il y a déjà 1 an et demi une série de reportages par exemple qui était intitulée La vie des sols, où j'étais allée à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices qui précisément ont mis en place sur leur ferme des méthodes de travail qui préservent le sol en particulier, et notamment ce qu'on appelle le maraîchage sur sol vivant. C'est quelque chose qui est assez en vogue. En réalité, quand on va sur le terrain, on se rend compte qu'en fait il y a énormément de gens, et notamment des nouvelles générations, et notamment aussi des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Et aujourd'hui, c'est l'une des caractéristiques aussi de ce qui se passe dans le monde agricole, qui est en fait un monde très actif aujourd'hui, où il y a beaucoup de mouvements et beaucoup d'arrivées de gens qui ne sont pas issus du milieu et donc arrivent avec de nouvelles idées, et qui essayent effectivement d'être en cohérence avec à la fois leurs convictions, et puis ils voient évidemment, les nouvelles générations voient très bien ce qui se passe et savent très bien qu'on ne pourra pas produire de la même manière les prochaines années. Donc oui, c'est quelque chose auquel on est attentif. Et puis on a aussi des correspondantes et des correspondants en région qui, eux, sont vraiment encore plus proches du terrain, et aussi qui font ce type de reportage. Sur les syndicats majoritaires, est-ce que dans d'autres pays on observe des syndicats plus progressistes? J'avoue que là j'ai pas d'exemple en tête de débouchés politiques intéressants. J'ai l'impression en tout cas que au niveau européen, les syndicats plus paysans tournés vers la paysannerie, comme la Confédération paysanne en France, restent minoritaires à l'échelle européenne, mais ils sont aussi organisés en fait. Ils ont une confédération qui s'appelle la Via Campesina, et qui est assez active, et qui est assez présente aussi dans les débats européens, mais elle reste minoritaire. Ceci dit, moi ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il y a des pays en tout cas qui sont plus progressistes, je veux dire au niveau des gouvernements, sur ces politiques-là. Je pense notamment à... Alors ça peut paraître paradoxal, parce que ça ne correspond pas forcément aux majorités politiques actuelles, mais en tout cas en Autriche et en Suède notamment, pour ne citer comme ça que 2 exemples, ce sont des pays qui depuis longtemps ont encouragé concrètement, via une attribution de ressources, de subventions plus intéressantes pour l'agriculture biologique, pour l'installation des jeunes agriculteurs et agricultrices. Donc il y a en tout cas dans la manière dont chaque État membre peut adapter la PAC, parce qu'on a une marge de manœuvre au niveau de chaque État membre,
certains pays sont de fait plus progressistes et la France ne l'est pas, alors que la France fait partie des pays fondateurs, si ce n'est elle qui a été fondatrice de la PAC dans les années 60. Peut-être un point sur... Ah oui. Non, juste là-dessus, moi j'ai pas non plus la réponse. Après, c'est vrai qu'il y a sur les décalages des gouvernements, le gros sujet sur l'eau en Espagne qui est énorme, encore bien plus que chez nous. Mais moi j'avais été faire un sujet sur, ce qui est marrant, c'est la concordance des temps entre nous, on était en plein sur les mobilisations contre les méga-bassines. Et du coup, l'opportunité de construire ces infrastructures, etc., etc. Et eux, au contraire, donc le gouvernement Sanchez, là, vraiment Madrid, était en train ils ont un énorme programme pour déconstruire les barrages qui ont été construits sur plein de fleuves et tout, ce qu'ils appellent le réensauvagé, etc., qui est en lien avec le texte européen qui s'appelle Restauration de la nature, le fameux texte contesté. Donc on voit qu'il y a moi tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a clairement des débats qui sont posés différemment, et notamment là sur la question de besoin de nouvelles infrastructures ou pas, c'était assez manifeste. Mais c'est tout ce que je peux apporter là-dessus. Et il y avait une question sur la main-d'œuvre immigrée. Alors en fait, c'est général à toute l'Europe. C'est-à-dire qu'en France, évidemment, qu'on dépend aussi d'une main-d'œuvre immigrée, et en particulier dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse et le Gard notamment. Voilà, on est là dans des cultures de fruits, de l'arboriculture notamment, qui dépend complètement d'une main-d'œuvre saisonnière. Et j'ai enquêté aussi là-dessus. À un moment donné, on avait publié des papiers sur une entreprise qui faisait du trafic, en fait, de contournement de la directive travailleurs détachés, et qui faisait venir via l'Espagne des Sud-Américains, mais sinon on a aussi beaucoup de Tunisiens et de Marocains. Et là, précisément, là, pendant le Salon de l'Agriculture, a été annoncé par la FNSEA un nouvel accord. Bon, ça existe déjà depuis longtemps, mais des accords entre la France et ces pays-là pour faire venir en pleine saison de la main-d'œuvre, voilà, qui ensuite ne restera pas ou n'est pas censée rester en France. Et effectivement, c'est contradictoire avec les discours dominants qu'on peut entendre sur l'immigration, mais en fait, vous discutez avec n'importe quel exploitante ou exploitant agricole qui emploie de la main-d'œuvre. En fait, ces gens-là, évidemment, travaillent avec de la main-d'œuvre étrangère. Et en plus, il y a une spécialisation par nationalité. On va retrouver notamment des Bulgares et des Polonais par exemple, dans le Bordelais, il y a beaucoup de Bulgares. On va retrouver des Polonais dans l'Est. On va retrouver des Maghrébins dans le sud de la France. Et ça va de pair, en fait, avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur les allègements fiscaux et sociaux qui ont été entérinés par le gouvernement. En fait, il y a vraiment une facilitation, mais sans dire directement pour quel type d'emploi ça va s'adresser, mais en tout cas, il y a de fait une facilitation aujourd'hui pour faire travailler ces gens-là, parce que par ailleurs, il faut savoir aussi que le contexte général, c'est que le secteur agricole, en ce moment, fait face à une vague massive de départ à la retraite. Plus de la moitié des agriculteurs et agricultrices vont partir à la retraite ou sont déjà en train de partir à la retraite d'ici à 2030. Et donc la solution, entre guillemets, et là aussi c'est pas dit clairement, mais ce que prône en fait la FNSEA et un certain nombre d'organismes, en fait, c'est face à cette vague de départ, en fait, ils ne souhaitent pas remplacer un pour un sur chaque ferme les exploitantes et les exploitants. C'est au contraire continuer l'agrandissement des fermes et employer de la main-d'œuvre précaire et corvéable. Je veux bien rajouter un petit truc sur l'Espagne, parce que c'est aussi un sujet qui est très prégnant dans le débat espagnol et sur les fraises et les travailleurs marocains d'Andalousie et autour de Murcie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Vox, le parti d'extrême droite, alors là, moi j'écris néo-franquiste, a vraiment construit sa première assise électorale dans le réseau de villages et localités d'Andalousie où sont présents, sont visibles les champs où travaillent les travailleurs marocains, etc. Et il y a vraiment une corrélation entre, d'un côté, ces violations des droits de multiples sortes, etc., et l'instrumentalisation par une extrême droite très opportuniste et tout. Et c'est vraiment, alors c'est intéressant parce que souvent on dit ah ouais, Vox c'est les alliés du Rassemblement national en France et tout. Eux vraiment ils sont construits en partie sur ces sujets-là qui n'ont pas une telle importance dans le débat public français, quoi. C'est juste un petit complément espagnol.
On prend 3 autres questions s'il y en a. Oui, il y avait un... Tu voulais poser une question ? Bonjour, merci. 2 questions. Est-ce qu'il y a conflit entre le lobby agricole et le lobby agro-industriel? Parce qu'on accuse quand même la couche du dessus d'avoir refait ses marges, alors à la fois au détriment des agriculteurs et des consommateurs qui sont censés être de populations protégées par l'UE. Et ma deuxième question, c'est comment Ursula von der Leyen est candidate à un poste quand on ne connaît pas la composition future du Parlement? Il y a un truc que je ne comprends pas. Question qui revient un petit peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure au sujet des initiatives dans d'autres pays européens. Est-ce qu'il y a des pays où des initiatives de programmes politiques qui souhaiteraient adresser le problème autrement que la subvention ou la défiscalisation, avec notamment un soulagement peut-être de la pression des réseaux de distribution, etc. Et comment la PAC interagit avec ça? Dans quelle mesure la PAC empêche des solutions, on va dire, un peu plus vertueuses d'émerger? Troisième question. Ouais. Merci. Oui, vous avez dit qu'une solution, ce serait la baisse des intrants, d'utilisation d'intrants, et également une baisse de la dépendance aux énergies fossiles. Est-ce que vous pensez que ces solutions, elles doivent être mises en place immédiatement, ou est-ce que ça doit être progressif pour que ça fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui sera le plus populaire, à votre avis? Enfin, voilà. Merci. Je commence à répondre. Alors je propose d'évacuer la question von der Leyen, qui est la plus... Enfin, je bruxellois et j'ai peur qu'on... Voilà. Mais alors du coup, techniquement, je me suis un peu... elle est candidate à présider la commission, mais effectivement, il va y avoir des élections. Son parti est pas sûr à tous les coups de remporter le truc. Et par ailleurs, en fait, là, on a un peu... Il y a une paresse journalistique à dire qu'elle va devenir la nouvelle, etc. Mais en fait, c'est pas du tout fait. Donc... En théorie, chaque parti européen va choisir ou a déjà choisi son candidat pour présider la commission. Ce qui est une manière d'être un peu plus transparent que d'habitude. Donc, par exemple, les sociaux-démocrates, ils ont choisi quelqu'un qui s'appelle Nicolas Schmit, qui est un commissaire luxembourgeois inconnu, etc., etc. Et chaque parti, comme ça, les Verts ont choisi 2 personnes, etc. Ensuite, en fonction des résultats qu'on aura le 9 juin au soir, et en fonction des équilibres qui vont se construire, il y aura un vote à la session de juillet au Parlement européen pour s'entendre sur un nom de président. Ce qui se passe depuis toujours, c'est que de toute façon, les chefs d'État et de gouvernement entrent en piste au Conseil européen qui aura lieu fin juin, juste après les élections pour analyser les résultats. Et ils vont peut-être, si c'est compliqué, s'il y a des désaccords, etc., sortir un nom du chapeau qui sera peut-être quelqu'un d'autre. C'est exactement comme ça qu'on s'était retrouvé avec Ursula von der Leyen en 2019, puisque en fait à l'époque c'était un autre Allemand, Manfred Weber, qui était le candidat officiel du PPE, et en fait il plaisait pas du tout à Clément Beaune et à Emmanuel Macron, les Français, qui ont sorti ce nom de von der Leyen, qui à l'époque était ministre de la Défense de Angela Merkel. Donc tout ça va durer, on ne sait pas. Donc c'est un peu incorrect de dire que voilà. Simplement, là, elle joue un truc de légitimité, et pour la première fois par rapport au bilan Barroso et Juncker qui était très critiqué, elle a réussi. Alors pour des raisons qu'on peut à construire un espèce de consensus un peu sur le fait qu'elle est légitime, qu'elle a un bilan. C'est un peu la première fois qu'on entend elle a un bilan sur les vaccins, elle a construit les achats en commun de vaccins pendant le Covid, sur la défense européenne, sur l'entrée en Ukraine. Elle met en avant ça pour légitimer son truc. Donc on va voir si ça marche ou pas. Voilà. Je propose qu'on... Oui. Stop. Alors, il y avait des questions là sur la grande distribution et les liens avec la PAC. Alors, sur le conflit entre grande distribution et agriculteurs, agricultrices, il est là depuis très longtemps, et pour l'instant, l'enjeu, c'est de faire respecter la loi Egalim, ou voire même, d'après ce qui a été annoncé par le gouvernement, il y aurait encore une nouvelle loi Egalim d'ici l'été. Mais jusqu'à présent, en tout cas, on n'a jamais, en France, en tout cas, les gouvernements n'ont pas
assurer des revenus minimums aux agriculteurs et agricultrices. Et de fait, dans toute la chaîne de production, c'est pas eux, c'est pas les producteurs et les productrices qui gagnent le plus d'argent. Et effectivement, la grande distribution, la transformation, les coopératives agricoles, etc., ce sont tout autant d'entreprises qui gagnent beaucoup plus d'argent. Et au niveau européen, la politique agricole commune, justement, elle a beaucoup évolué depuis les années 60, mais au départ, elle était beaucoup plus sur la garantie de prix minimum. Il y a eu aussi des quotas, et après, ça s'est transformé en une politique de subvention, mais où derrière, les subventions, en fait, ne parviennent pas finalement. Alors après, bon, le monde agricole est quand même très hétérogène, il faut le dire, hein. Il y en a qui s'en sortent pas du tout, mais il y en a aussi qui s'en sortent très bien. Mais en tout cas, il n'y a pas de politique européenne à ce stade pour garantir des prix minimums, même si dernièrement, au vu justement de cette colère montante un peu partout, la Commission européenne a annoncé des choses. Mais moi, je ne suis pas encore en état de pouvoir juger l'application de tout ça, et je pense qu'on n'en est toujours qu'à un stade d'annonce. Il y avait une question sur les pesticides, enfin en tout cas les intrants chimiques et les énergies fossiles. Est-ce qu'on peut diminuer progressivement ou plus radicalement? De fait, en tout cas, la diminution progressive, pour l'instant, ça ne marche pas. Précisément, la directive donc la directive pesticides qui est tombée à la fin de l'année dernière, avait précisément pour objectif de réduire progressivement les pesticides à hauteur de 50% d'ici à 2030. C'est quand même assez proche de nous, hein, dans 6 ans, même pas. Et même cet objectif-là, en fait, est devenu beaucoup trop ambitieux pour les forces les plus conservatrices. Donc même ça, en fait, ça ne fonctionne pas de se fixer comme ça un objectif, voire de planifier. C'est quelque chose actuellement qui est en dehors des logiciels des gens qui nous gouvernent, que ce soit en France comme en Europe. Et puis en France, évidemment, on l'a bien vu avec le plan Éco-Phyto, plan qui a quand même été lancé en 2008. Et voilà, on est en 2024 et en fait, on n'est pas du tout arrivé à une diminution qui était là aussi un objectif au départ de 50%, puis ensuite de 30%, et puis on a reculé l'échéance, on a reculé la date, etc. Et voilà, on n'y est toujours pas. On a très très peu diminué l'usage des pesticides. Donc après, voilà, je ne suis pas politique, donc je ne vais pas trancher entre le progressif ou le d'un coup. Mais en tout cas, on voit bien que là, pour l'instant, sans planification, en tout cas, et sans y mettre les moyens, on n'y arrive pas. Ce qu'il faut, en fait, c'est former les agriculteurs et les agricultrices à d'autres méthodes de culture. Et donc là aussi, ça nécessite un énorme accompagnement public. Et c'est pas juste une histoire de subvention, c'est une histoire de formation, de qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes dans les lycées, dans les écoles d'agro, dans les universités, dans les BTS, etc. Et dans tous ces diplômes agricoles, puisqu'en fait, il y en a un paquet, il y a un paquet d'établissements. Et aujourd'hui, en fait, il faut aussi à la fois former des profs, en fait, ou les inciter à se former régulièrement au cours de leur carrière, parce que toutes ces méthodes-là aussi, elles évoluent, et aujourd'hui, on reste encore dans un schéma de pensée qui est productiviste et qui est très lié effectivement aux intrants et aux énergies fossiles. Je veux bien juste dire un petit truc au niveau européen. Un des enjeux de la campagne, pareil, si celles et ceux que ça intéresse de suivre de manière un peu précise, le texte dont a parlé Amélie, qui est tombé, donc la directive SURE, S-U-R-E, qui prévoyait du coup une réduction des pesticides, etc. Van der Leyen, justement, pour faire plaisir à l'aile droite, etc., a tué le texte, il n'est plus à l'agenda. Un des enjeux de la campagne et de la constitution des programmes, et ce sur quoi on va interroger les candidats, c'est est-ce que vous le remettez à l'agenda, est-ce que ça réapparaît dans un mandat? Et là, il y a vraiment un enjeu sur à droite de si elle s'engage ou pas à revenir à la bataille sur un texte et à remener la bataille politique là-dessus. Ou alors, est-ce qu'elle décide que c'est mort et qu'elle s'en fout et que la priorité, c'est toute autre chose? Voilà. Bonjour, merci. Je voulais savoir quel était votre avis sur l'influence que cette campagne va avoir justement sur la loi d'orientation et d'avenir qui a été déjà bien détricotée en France et qui va peut-être le continuer, ou est-ce que ça va être précipité, ou est-ce que vous pensez qu'ils vont attendre? Merci. Quelle loi? J'ai pas bien compris. La loi d'orientation agricole? Oui, c'est ça.
Bonsoir. Pardon. Ma question portait sur le mouvement agricole et les élections européennes. Est-ce que vous ne pensez pas que dans certains pays, il y aurait des partis comme le PPP aux Pays-Bas qui pourraient rentrer et qui pourraient aussi foutre le bordel dans les coalitions du Parlement européen? Une dernière question. Ouais, vas-y. C'était plus à propos du développement rural, puisque aussi la crise avec les agriculteurs montre en fait qu'il y a des disparités régionales très fortes. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles se positionnent les politiques là-dessus? Et notamment la PAC finance aussi dans son deuxième pilier beaucoup toutes ces politiques-là. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est au niveau européen là-dessus? Alors on répond peut-être dans l'ordre du coup sur la loi d'orientation agricole. Alors effectivement, elle est repoussée depuis des mois et des mois. Le mouvement de colère l'a encore repoussée et le gouvernement a promis de l'améliorer. Avant, effectivement, normalement, on devait, je crois, l'avoir, enfin, en tout cas, moi, les dernières infos que j'avais, c'était qu'on devait avoir ce projet de loi en Conseil des ministres d'ici la fin du mois de mars. Et pour un vote à l'Assemblée nationale avant l'été. Je doute fort qu'ils le votent de toute façon avant les élections européennes, justement. Là, ils ne veulent plus du tout, à mon avis, s'exposer, parce que là, le monde agricole est tellement remonté que quelle que soit la version qui sera proposée, et elle sera de toute façon pas très progressiste, parce qu'il y avait déjà tellement de trous dans la raquette. Elle avait déjà, enfin en tout cas la première copie qui a été proposée à la fin de l'année dernière était déjà, voilà, il y avait déjà tellement de manquements. Elle ne répondait pas du tout à l'enjeu du renouvellement des générations. Elle mettait pas les moyens sur notamment l'accès au foncier agricole, qui est l'enjeu clé pour précisément les personnes qui ne sont pas issues du milieu et qui constituent aujourd'hui voilà, les forces vives, en tout cas une partie des forces vives qui peut permettre de renouveler le milieu. Et de manière générale, de toute façon, l'enjeu du foncier a toujours été central pour le secteur agricole, et cette loi, elle n'y répond pas du tout. Donc je vois pas bien, vu la nature des réponses qui ont été apportées jusque-là, malheureusement je fais un constat un peu pessimiste, mais je vois pas bien comment la copie pourrait être franchement améliorée, étant donné par ailleurs que la gestion des questions agricoles est montée d'un cran au niveau de Matignon, et donc n'est plus tellement aujourd'hui décidée par le ministère de l'Agriculture. Ça aussi c'est assez inédit, enfin c'est totalement nouveau. Le ministère de l'Agriculture a toujours été souverain, entre guillemets, dans ses décisions et dans la façon de mener la politique agricole en France. Et ce qui se passe depuis l'arrivée au pouvoir de Gabriel Attal et depuis l'ampleur qu'a pris le mouvement de colère, aujourd'hui, en fait, les décisions sont tranchées à Matignon. Donc ça laisse pas, à mon avis, augurer d'une bonne fin pour cette loi d'orientation agricole. Ouais, alors sur la question des partis spécifiques, effectivement il y a le parti néerlandais, alors je pense qu'il va avoir des sièges, on verra dans quel groupe il part. Après moi je trouve ça toujours je trouve ça plutôt intéressant de voir du coup quel type de discours ils vont porter, etc., puisqu'ils vont être pris dans une grande machine parlementaire. Ce que je voulais dire, c'est oui, il y a eu finalement très peu de... La question s'est posée en Allemagne, quand il y a eu la contestation agricole en Allemagne, de est-ce que ça allait créer des partis spécifiques, et finalement, à part le cas des Pays-Bas, on n'a pas vraiment... alors il y a des tout petits partis qui ont été créés en Allemagne qu'il va falloir suivre à côté de l'AfD, mais sinon c'est plutôt l'AfD qui a essayé donc Alternative pour l'Allemagne, qui est le parti d'extrême droite, qui a essayé de surfer sur le sujet, mais il n'y a pas vraiment de création de partis spécifiques. Et des pays, oui, à l'Est, ouais, c'est ça. En Pologne, où il y a des partis thématiques, effectivement, qui existent depuis plus longtemps, liés à toute une culture politique ouais, spécifique. Et la seule chose, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un des moments, je me permets de faire un petit pas de côté des européennes qui arrivent. Jeudi prochain, il y a un vote au Sénat sur le CETA, l'accord de libre-échange UE-Canada, qui est un vieux dossier voilà, qui a été voté à l'Assemblée il y a longtemps, mais qui n'a jamais été mis à l'agenda au Sénat. Les communistes ont profité d'une niche pour le mettre à l'agenda. Et je pense que ça va être aussi un moment, alors nous on a prévu pas mal de papiers, mais ça va être un moment où
de la campagne, je pense. Alors très français là, parce que c'est vraiment la question, mais il est possible que le texte soit rejeté, que cet accord de libre-échange soit rejeté au Sénat, et du coup ça créera un peu un précédent dans le débat français, en plein début de la campagne des européennes, et ça aussi ça peut être intéressant dans la dynamique de campagne. Voilà, je vous signalais juste ça en passant. Et je réponds peut-être à la dernière question très rapidement parce qu'on arrive au bout de notre heure de discussion. Sur les disparités régionales, oui, elles sont évidentes. Et puis en plus, les régions sont structurées aussi différemment par rapport à ce qu'elles ont produit en matière agricole. Entre la Bretagne, par exemple, et des régions montagneuses comme le Massif central, voilà, on a des modèles agricoles qui sont quand même très, très divergents. Et de fait, aujourd'hui, et ça on le sait assez peu, mais et ça c'est depuis aussi l'entrée en vigueur de cette nouvelle PAC l'année dernière, c'est que de plus en plus la PAC est régionalisée, c'est-à-dire qu'en fait les conseils régionaux ont une marge de manœuvre importante et intéressante sur l'attribution des aides. Et on voit effectivement d'une région à l'autre des politiques assez différentes, certaines beaucoup plus progressistes, notamment dans les aides à l'installation en agriculture, qui sont limitées en fait en théorie jusqu'à l'âge de 40 ans. Et pour combler cette difficulté et pour aider les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui mettent plus de temps, et notamment pour les femmes, c'est le cas, qui s'installent plus tard que les hommes à la tête d'une exploitation agricole, et bien pour permettre à ces personnes-là en fait d'avoir quand même des aides, certaines régions ont mis en place voilà, d'autres aides complémentaires. C'est le cas de l'Occitanie par exemple, et puis on a des régions qui restent voilà, sur une moyenne standard, la même aide pour tout le monde, qui ne vont pas favoriser davantage l'agroécologie ou des pratiques de manière générale qui seraient plus vertueuses. Et par exemple en Bretagne, en fait, on est sur une moyenne, la même aide pour tout le monde à partir du moment où on coche les cases, alors que voilà, d'autres régions vont davantage pousser lorsque le projet agricole est en phase avec la transition écologique, etc. Et dernier exemple que j'ai en tête, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes qui, elle, voilà, est dans une politique assez rétrograde pour pas mal d'aspects, et notamment sur l'aspect agricole. Beaucoup d'associations se sont vues supprimer leurs subventions. Or, c'était des associations qui, précisément, aident beaucoup à la formation, à l'installation en agriculture. On va peut-être s'arrêter là. Il faut s'arrêter là, me dit Mika. Et donc, on laisse la place au suivant. Comme le thème. Ah, ok.